Ensevelie sous une pluie de pierres de lave lors d'une éruption du Vésuve, la ville de Pompéi est l'un des vestiges les mieux conservés de la Rome antique. Mais cette fenêtre ouverte sur l'histoire risque de se refermer avant même d'en avoir livré tous ses secrets, car le site est dangereusement menacé. La force tellurique, qui a autrefois ravagé la ville, pourrait bien se réveiller. On pourrait bien assister en direct à la prochaine éruption. Ces murs n'étaient pas faits pour résister à un tel cataclysme. Les menaces sont bien réelles. Aujourd'hui, des scientifiques se déploient sur le terrain pour tenter de résoudre ces mystères avant qu'il ne soit trop tard. Leurs outils technologiques ultra performants et leur travail d'investigation méthodique vont permettre de découvrir le vrai visage de Pompéi avant la catastrophe. Nous voulons savoir qui étaient ces habitants et comment ils ont vécu leurs derniers instants. Nous sommes en 79. C'est une journée ordinaire et les habitants de Pompéi vaquent à leurs occupations. Certains s'arrêtent devant les échoppes pour faire leurs courses. D'autres s'activent à l'intérieur de leur maison. À l'extérieur, les esclaves assurent la subsistance de la population. Dans les tavernes, les hommes parlent haut et fort. Les gladiateurs, eux, s'entraînent pour leur prochain combat. Mais nul ne se doute de ce qui se trame à l'horizon. Là où se dresse le Vésuve, la colère gronde. L'un des volcans les plus dangereux au monde est sur le point de se réveiller et de déferler sur la ville. Rapidement, un gigantesque nuage en forme de pain parasol, chargé de gaz et de débris volcaniques, recouvre les pentes du Vésuve. Des fumées, des cendres et des déchets volcaniques ont envahi Pompéi. Les habitants n'avaient sans doute aucune idée de ce qui se passait. Les débris se sont accumulés jusqu'à bloquer les portes. Les murs et les toits se sont effondrés et beaucoup ont péri, pris au piège dans leur maison. 6 coulées de lave et de cendres ont déferlé sur la ville et l'ont ensevelie, ne laissant aucun survivant. « 18 heures plus tard, Pompéi a totalement disparu sous plusieurs millions de tonnes de cendres volcaniques et de pierres ponces. Une ville entière rayée de la carte. Plusieurs milliers d'habitants enterrés vivants. Leurs poumons ont été brûlés par l'air étouffant. Leurs corps crispés, ensevelis sous la cendre, se décomposent pour ne plus laisser qu'une enveloppe vide sur le sol. Les organes internes se désagrègent rapidement. Finalement, il ne reste plus que les espaces vides formés par les corps. Les os, très résistants, mettent plus longtemps à se décomposer. Les archéologues savent depuis longtemps restituer la forme des corps. Pour cela, ils injectent du plâtre dans les cavités ayant contenu les victimes. C'est ainsi qu'ils ont pu réaliser de nombreux moulages des habitants au moment de leur mort. Pompéi est le seul site où l'on peut observer l'émotion des victimes au moment de leur agonie. Cette dimension humaine est propre à Pompéi. C'est pour cette raison que cette tragédie a tant marqué les esprits. On découvre les victimes dans leur cadre de vie et les efforts qu'elles déploient pour tenter de fuir ou de sauver leurs enfants. De nombreuses interrogations demeurent sur la façon dont les habitants sont morts. Les travaux des scientifiques concernent notamment 15 corps retrouvés au même endroit, à l'est de la ville. La position dans laquelle ces derniers ont été retrouvés est très étrange. Joren Salapont dirige l'équipe de recherche. C'est très intéressant. Nous avons trouvé plusieurs groupes de 3, parfois de 4 personnes qui semblent s'entraider. C'est assez étonnant. Nous voudrions savoir ce qui leur est arrivé exactement. Qui étaient ces personnes? Dans quelles conditions sont-elles mortes? Les scientifiques disposent de nouveaux moyens d'investigation grâce auxquels ils vont peut-être, enfin, répondre à ces questions. Photo haute résolution.
Moulage et examen en rayon X des os retrouvés font partie des outils de pointe. Là, vous avez les dents. Leur aspect nous renseigne sur le régime alimentaire. On peut aussi connaître le sexe, parce que la morphologie du pelvis est bien visible. Et on peut déterminer l'âge à partir de la taille des os. L'un des moulages est particulièrement bien conservé. Jorens en sait déjà un peu plus sur l'identité et la vie de cet homme. Il devait avoir entre 25 et 30 ans. Ce jeune homme portait une épée. Pour Jorens, c'était sans doute un soldat. Mais ces informations sont loin de satisfaire la curiosité de l'archéologue. Muni de toutes ces données, Jorens Alaponte retourne dans son laboratoire à Valence, en Espagne, pour tenter de mettre un visage sur ce soldat anonyme. Pour savoir ce qu'a ressenti cet homme au moment de sa mort, je dois reconstituer son visage. C'est ainsi que nous saurons s'il a souffert ou s'il a eu peur. Les parties les mieux conservées et les plus détaillées du moulage sont scannées et intégrées aux éléments déjà recueillis. Ici, cette partie du moulage est complète. Nous allons nous en servir pour reconstituer les parties manquantes. L'extrémité du nez est absente, par exemple, mais nous connaissons sa taille. Grâce à cette référence, nous pouvons retrouver la longueur et la forme du nez. Nous nous servons de ce que nous avons pour reconstruire ce que nous n'avons pas. Le résultat de cette numérisation est une image très vivante et étonnamment réaliste de ce soldat mort il y a près de 2000 ans. Quand on regarde ce visage, on comprend immédiatement tout un tas de choses. Son nez et sa bouche sont caractéristiques d'une personne du sud de l'Italie ou du nord de l'Afrique. En redonnant un aspect humain à tous ces corps momifiés, on a l'impression d'être plus près d'eux et de partager ce qu'ils ont vécu. On sait maintenant à quoi ressemblait cet homme, ce qu'il faisait dans la vie et quel était son âge. Mais on ignore encore tout de ses derniers instants à Pompéi. Comment savoir ce qui s'est réellement passé ce jour-là dans cette ville? Les scientifiques qui cartographient le site ont peut-être la réponse, mais ils doivent faire vite. Le vent, la pluie et 3 millions de visiteurs par an. Autant d'éléments qui détériorent peu à peu le site archéologique. Les touristes sont l'une des principales menaces. Les visiteurs s'adossent ou se frottent sans arrêt aux murs et les abîment. Ils grappillent ce qu'ils peuvent ici et là. C'est un vrai problème. Un réel fléau pour la préservation des lieux. La ville antique est soumise depuis des siècles aux caprices de la nature. Un important glissement de terrain pourrait très bien ensevelir ces fragiles bâtiments. Ces murs n'étaient pas faits pour résister à une telle éruption. Nous devons réfléchir à de nouvelles façons de préserver leur structure si nous ne voulons pas qu'ils s'écroulent. Mais le plus grand danger est toujours le même aujourd'hui qu'il y a 2000 ans. La menace du Vésuve est très réelle. Même si on reste concentré sur nos recherches à l'ombre du volcan, on ne peut s'empêcher de penser qu'on assistera peut-être à la prochaine éruption. Le Vésuve est l'un des volcans les plus dangereux au monde. Et son voisinage immédiat est densément peuplé. S'il entrait en éruption, les destructions seraient massives et le nombre de victimes très élevé. Pour ne pas rester à la merci de ces menaces, les scientifiques ont entrepris de créer la première représentation en 3D de Pompéi. Leur but? Disposer d'une réplique virtuelle de la ville antique, insensible aux agressions du temps. L'architecte Raffaele Martinelli coordonne ce travail gigantesque. Lui et son équipe doivent effectuer le relevé minutieux de plus de 2000 bâtiments et kilomètres de rues. La zone répertoriée s'étend de l'ancien forum à l'ouest jusqu'aux somptueuses villas au nord, en passant par le superbe amphithéâtre à l'est de la ville.
La modélisation en 3D est un apport capital. Elle nous permet de visualiser la ville telle qu'elle est aujourd'hui. C'est la première fois que l'on réalise une digitalisation aussi étendue et complète de tout le site. Raphaël cartographie chaque centimètre carré des 66 hectares du site. Il espère ainsi comprendre le mode de vie des Romains et le type d'échange qu'ils entretenaient. Pour lui, certains quartiers sont plus propices à nous renseigner sur les dernières heures des victimes. On peut comparer les différents relevés que nous obtenons. On peut ainsi voir les changements qu'ont subis les bâtiments au fil du temps. Et cela nous permet également de planifier les travaux sur les édifices que nous entretenons et que nous tentons de préserver. Raphaël et ses collaborateurs utilisent un scanner laser haute résolution. Cet appareil peut relever plus d'1 million de points en une seconde. Ce qui veut dire qu'on peut obtenir des informations très détaillées des bâtiments que l'on scanne. Aujourd'hui, l'équipe se concentre sur le complexe thermal de la maison de Ménandre, situé à l'extrémité sud de la ville. C'était une des maisons les plus riches de Pompéi. Là, nous travaillons dans les pièces consacrées aux bains. Le scanner révèle des détails ignorés des visiteurs. Les chercheurs sont surpris de constater à quel point une salle de bain, construite il y a 2000 ans, pouvait être confortable pour qui avait les moyens. Cette maison possédait ses propres thermes. Plus incroyable encore, un système de tuyauterie pour les alimenter en eau chaude. Raphaël enregistre ses relevés sur des ordinateurs très puissants. Il peut ensuite modifier selon ses besoins le bâtiment ou le monument scanné. Nous collectons des informations sur chaque mur de la ville. À la fin, nous disposerons d'une vue complète du site. En combinant les mesures du scanner et notre programme informatique, nous obtenons un modèle 3D d'une grande fidélité. Ensuite, on ajoute de la couleur en se basant sur les photos des maisons dont on dispose. Ce travail doit permettre à l'équipe de Raphaël d'élaborer un modèle 3D complet de la ville telle qu'elle est aujourd'hui, avant qu'elle subisse d'autres dommages. Cette modélisation devrait être un modèle de référence pour les chercheurs de demain. Ils auront ainsi à leur disposition une représentation fidèle de Pompéi au 1er siècle de notre ère. Depuis les somptueuses villas jusqu'aux tavernes plus populaires. De l'amphithéâtre au forum. Les technologies de pointe qui ont permis cette modélisation ont complètement révolutionné le travail sur le terrain des archéologues. L'intérêt de la technologie dans notre domaine est évident. Les nouveaux outils informatiques, comme les tablettes tactiles, nous permettent d'avoir une compréhension globale instantanée de la ville. Autrefois, on venait ici avec des carnets et des stylos. On était obligé de tout noter sur papier. De retour dans nos universités ou nos bureaux de recherche, on devait retranscrire, digitaliser, traiter et analyser ces informations. Grâce aux tablettes et au cloud, on peut désormais apporter sur le terrain toutes ces données, toute cette masse de connaissances enfermées dans nos bureaux, nos bibliothèques et nos musées. On a désormais ces documents sous la main, tout en restant sur le terrain, sur les sites de fouilles. On peut à la fois enregistrer de nouvelles informations de façon totalement différente, mais aussi accéder à une foule de connaissances extérieures. Ces nouveaux outils ont totalement révolutionné notre façon d'étudier le passé. Les récentes techniques d'imagerie n'aident pas seulement le travail des scientifiques à Pompéi. Dans certains cas, elles remettent en question des idées préconçues. Voici le quadriportique du Grand Théâtre au sud de la ville. Ce grand bâtiment tentaculaire a longtemps été considéré comme la caserne des gladiateurs.
c'est encore ce que les guides disent aux visiteurs. Le professeur Eric Peller, de l'Université du Massachusetts, étudie le site depuis près de 20 ans. Mais il commence à avoir des doutes sur l'utilisation réelle du quadriportique. Au cours des 4 dernières années, nous avons relevé plusieurs indices montrant qu'il n'était pas réservé aux gladiateurs, notamment le fait que cet édifice est une construction élégante et richement décorée, avec de belles fresques murales, y compris dans les latrines. Eric a décidé lui aussi de faire appel aux nouvelles technologies pour en savoir plus sur cette grande bâtisse. Il utilise un scanner léger et compact pour enregistrer en 3D les détails de son bâtiment d'études. Ce scanner est une chance incroyable pour les archéologues. Avant, on pouvait prendre des photos ou faire des croquis, mais on ne pouvait pas avoir une image vraiment précise de quelque chose. Maintenant, en quelques minutes à peine, on peut non seulement avoir une représentation de ce qui nous intéresse, mais aussi de son environnement. Ça, c'est complètement révolutionnaire. Le scanner 3D envoie un rayon infrarouge sur la structure. Cet appareil capture littéralement l'espace. Tout ce que j'ai à faire, c'est de balayer la surface du mur comme si je le repeignais. Le scanner enregistre ses données géométriques, mais aussi son aspect visuel. Nous obtenons ainsi une représentation de son architecture et de sa texture. Au fur et à mesure qu'Eric déplace sa tablette sur la surface du bâtiment, le logiciel lui renvoie une image complète de ce qu'il voit comme de ce qu'il ne voit pas. Ce que nous voyons ici est en fait ce trou-là, dans le mur. C'est un des principaux égouts de la ville. Le scanner commence à suivre la canalisation. À chaque instant, cet appareil enregistre de nouvelles informations sur l'espace qu'il balaie. Le scanner esquisse la forme de l'égout, sans déplacer une seule pierre. L'appareil fournit des informations essentielles pour comprendre comment cette infrastructure a été construite. On y est. Il faut d'abord remplir les trous. Le programme va utiliser le processeur de la tablette pour repérer des zones que j'aurais omises, des détails ou des petites zones qui sont derrière la roche. Maintenant, je zoome sur l'ensemble du mur. Et voici l'image obtenue. Regardez, là, on est de l'autre côté du mur et l'égout est juste ici. Le scanner 3D nous montre comment l'égout fait un détour pour rejoindre la latrine. Pour Eric, ce lieu n'était pas destiné aux gladiateurs. Cette pièce rajoutée et son emplacement dans le bâtiment confirment sa thèse. Au vu de la qualité de la décoration déjà découverte, Eric pense que cet endroit est bien trop sophistiqué pour des gladiateurs. Les autorités de Pompéi se sont donné beaucoup de mal pour rénover ce bâtiment dans les années qui ont précédé l'éruption. Elles ont voulu lui donner un certain cachet. L'ajout d'une latrine et l'aménagement architectural montrent qu'elles avaient prévu d'en faire un espace public. Les nouvelles technologies permettent de résoudre bien des mystères architecturaux. Mais ce n'est pas le seul domaine où elles sont d'une aide précieuse. Une autre équipe cherche à percer les secrets d'une bibliothèque qui renferme d'antiques parchemins. C'est passionnant. On utilise la technologie du 21e siècle pour lire un texte vieux de 2000 ans, pour essayer de dérouler virtuellement ce parchemin. Les experts se demandent si des trésors de la littérature antique ne sont pas enfouis sous ces décombres calcinés. Pompéi fut l'une des toutes premières cités antiques découvertes, alors que l'archéologie n'était pas encore une science. Pourtant, après plus de 2 siècles et demi de fouilles, la ville garde encore bien des secrets. Les scientifiques se tournent aujourd'hui vers les dernières inventions technologiques pour tenter de percer ces mystères. À 15 km à l'ouest de Pompéi, la ville d'Herculanum a elle aussi été complètement détruite par le Vésuve, ensevelie sous 20 mètres de matériaux volcaniques. Nombre de ses habitants, qui n'ont pas su interpréter les signes avant-coureurs de la catastrophe, sont morts ici. Au milieu du XVIIe siècle, des chasseurs de trésors ont fait une découverte sensationnelle.
Ce qui ressemblait à d'étranges tas de charbon de bois calciné étaient en fait des rouleaux de papyrus. Les archéologues ont réalisé qu'ils avaient sous les yeux une immense bibliothèque, l'une des plus importantes jamais découvertes en Italie. Les chercheurs espéraient bien retrouver des ouvrages classiques disparus, mais les manuscrits tombaient en miettes dès qu'on les touchait. Aujourd'hui, pour la première fois, des technologies d'avant-garde pourraient bien aider à les déchiffrer. Ce que je tiens dans ma main mesure 15 mètres de long, mais pour l'instant, ça ne fait que 5 cm. Nous devons le dérouler virtuellement pour voir le texte qu'il contient. À Grenoble, le mathématicien Emmanuel Brun utilise une machine appelée synchrotron pour essayer de lire le contenu de ce manuscrit. Il a obtenu l'accès exclusif à tous ces documents. Le défi est double. Nous devons, d'une part, obtenir du synchrotron les meilleures images possibles, et d'autre part, réussir à dérouler virtuellement le parchemin. Réaliser une analyse poussée du document est une opération très délicate vu l'abondance des données. Au cours de l'éruption, les papyrus ont été carbonisés si brusquement que, selon les scientifiques, les inscriptions qu'ils contenaient ont été scellées dans la matière. Le synchrotron bombarde les rouleaux de rayons X à une vitesse proche de celle de la lumière pour vérifier cette hypothèse. Lorsque les rayons traversent le papyrus et atteignent des sections qui contiennent de l'encre, ils sont déviés et produisent une image que l'on peut interpréter. Malgré la sophistication de cette machine, le processus est extrêmement lent. L'encre utilisée dans l'Antiquité était faite de résidus de fumée et sa densité est presque identique à celle du papyrus carbonisé. Les scientifiques espèrent toutefois que le synchrotron sera capable de faire la différence entre l'encre et le papyrus. Les rayons X passent à travers l'échantillon et on peut obtenir des coupes d'un dixième de millimètre. Grâce à la déviation de la lumière, nous pouvons faire la différence entre le papyrus carbonisé et l'encre à base de carbone. Voir des mots et des phrases émerger de ces documents est vraiment fascinant. Pour l'instant, nous avons isolé deux mots qu'on pourrait traduire par « il tomberait » et « il dirait ». Ce sont les deux seuls mots que nous avons clairement identifiés. Mais en poursuivant notre étude, nous allons peut-être retrouver des textes qui ont été perdus il y a 2000 ans. Il s'agit d'une tâche de longue haleine. Mais une fois décodés, que vont nous révéler ces parchemins? L'un d'eux contiendrait-il le témoignage d'un habitant d'Herculanum au début de l'éruption? Notre ambition à moyen terme, entre 5 et 10 ans, est de dérouler le plus de papyrus possible, puis de séparer les différentes couches soudées les unes aux autres pour voir ce que renferment ces parchemins. Pendant que des chercheurs s'efforcent de déchiffrer ces antiques manuscrits, un homme se penche sur l'une des boissons préférées des Romains, le vin. Cédric Durand gère un vignoble en Provence. À partir des éléments à sa disposition, il essaie de reconstituer les vins consommés par les habitants de Pompéi. Nous savons d'après les textes qu'il y avait de nombreuses variétés de vins. Il y avait du vin ordinaire, par exemple, que les gens du peuple buvaient chez eux, ou en ville, ou pendant leur travail. Pour ce qui est des vins qui accompagnaient le repas du soir, Cédric Durand a découvert que les coutumes des Pompéiens étaient très différentes des nôtres. Ils buvaient le vin entre les plats, et non pas avec les plats. La plupart du temps, les Romains ne cherchaient pas à associer, comme nous le faisons, chaque vin avec un plat.
Cédric Durand élabore son vin avec un procédé identique à celui qu'utilisaient les Romains du 1er siècle. À partir de textes, de mosaïques et de fresques, il a reproduit un pressoir de l'antique Pompéi. À cette occasion, il a découvert que les Romains n'avaient pas les mêmes goûts que nous. Comme vous pouvez le constater, ce pressoir et ce cellier sont largement ouverts et exposés à l'air libre. Les Romains aimaient cela. Ils aimaient ce goût d'oxydation propre au vieux vin. Parfois, lorsque vous débouchez une bouteille, vous vous dites « Dommage, il aurait fallu le boire plus tôt ». Dans la même situation, un Romain aurait dit « Remarquable ». Mais à Pompéi, on ne buvait pas qu'à la maison. La cité regorgeait de tavernes. L'archéologue Sophie Hay a passé plusieurs années à mettre au jour la taverne d'Amarantus, au sud de la ville. C'est une taverne romaine typique, avec un beau comptoir de marbre et un petit présentoir ici pour les verres et les vins proposés à la clientèle. Ces établissements étaient probablement très fréquentés, mais plutôt le soir après le travail. Tout autour de cette taverne, il y avait des artisans, des peintres, des fabricants de lampes. Ils venaient ici après avoir fermé leurs échoppes pour se détendre, peut-être pour jouer. On a trouvé des dés dans les tavernes, ce qui prouve que les clients jouaient. Le jeu était illégal à Pompéi, mais la loi n'était pas appliquée de façon stricte. Nous savons que même les enfants pariaient en misant des noix. Les citoyens aisés pouvaient risquer de fortes sommes d'argent. Le jeu faisait partie intégrante de la vie sociale. Dans les tavernes, on jouait principalement aux dés ou on misait sur des jeux de plateau. En 79, Pompéi a été complètement ensevelie par l'éruption du Vésuve. Mais aujourd'hui, la cité antique est toujours menacée. Pour conserver un témoignage aussi précis qu'historique de la ville, les scientifiques ont entrepris d'en réaliser une réplique virtuelle en 3 dimensions. Ce travail montre le passé sous un jour nouveau. Eric Peller s'occupe de cartographier la voirie de l'ancienne cité. La Via Consolare est l'un de ses sujets d'étude. Elle se trouve juste dans l'alignement du volcan et est restée longtemps ensevelie sous la cendre. Aujourd'hui dégagée, la rue commence à livrer ses secrets. Les rues sont des infrastructures à usage multiple. Elles présentent une surface solide et plane pour le passage des chars, des trottoirs pour le déplacement des piétons et servent aussi de conduits d'évacuation. Les eaux de pluie ruissellent sur des chéneaux placés en bordure des toits. De là, elles gagnent les rues et traversent la ville en un vaste conduit d'écoulement. Eric Peller a étudié attentivement l'architecture et la disposition de ces conduites d'eau à ciel ouvert. Il confirme la raison de la présence de ces énormes pierres en plein milieu de la chaussée. Elles servaient bien à éviter que les pieds et le bas de la toge des passants ne soient souillés par la boue et les déchets qui s'écoulaient dans la rue. Ces pierres sont placées de façon à ce qu'à chaque croisement, à chaque carrefour important, vous pouviez passer d'un point à un autre sans avoir à patauger dans la rue. Il pouvait y avoir beaucoup d'eau et même du purin ou d'autres saletés. Les profondes ornières laissées par les chars dans les rues de la ville sont un des détails qui frappent les visiteurs à Pompéi. Les travaux d'Eric Peller sur la voirie en donnent une explication. À ce carrefour, on peut voir comment se passait la circulation à Pompéi. À droite, ce coin est évasé vers l'extérieur pour permettre aux véhicules de tourner plus commodément vers la droite. De l'autre côté de la rue, on ne retrouve pas la même inclinaison. On peut donc en déduire que la circulation ne se faisait pas vers la gauche. Si vous regardez cette pierre de bordure, vous pouvez voir comment les roues des chars l'ont rabotée. C'est encore bien plus intéressant quand on regarde ici. On voit que les chars, avec leurs grandes roues de fer qui tournaient dans ce sens, sont rentrés en contact avec la pierre à ce niveau et lui ont donné cette forme. Tout ça n'est possible que si la roue du char tournait dans ce sens, ce qui implique qu'il venait de cette direction et tournait par là. Pour Eric Peller, un réseau d'indices jusqu'ici insoupçonnés se cache à l'intérieur de ces rues vieilles de 2000 ans.
il pourrait révéler tout le système de circulation de la ville. Il y a ici plus de 500 endroits où l'on peut affirmer que les véhicules se déplaçaient dans tel ou tel sens et que ce sont les roues des chars qui ont provoqué cette usure particulière. Eric Peller consigne ses découvertes sur sa tablette. Il a vu ainsi émerger petit à petit le dessin d'un réseau. Ici, on a 2 rues parallèles. L'une va vers le nord, l'autre vers le sud. Eric a compilé tous ces petits détails et a pu créer une simulation digitale des mouvements de circulation dans Pompéi. Le résultat est tout à fait surprenant. La circulation dans la ville était entièrement organisée et contrôlée. Nous l'ignorions totalement. Quand j'ai lancé le logiciel, après avoir entré toutes mes données, j'ai vu apparaître pour la première fois le plan de la circulation à Pompéi. L'archéologue a découvert un système de rues à sens unique qui nous est familier. Les cités antiques, comme Pompéi, étaient organisées comme les nôtres. Comme Manhattan, par exemple, avec un système de grilles. La circulation à New York aujourd'hui rencontre les mêmes problèmes que ceux qu'a connus Pompéi. Les croisements de rues à angle droit imposent de diriger le flot de véhicules dans un sens plutôt qu'un autre. Et Pompéi, comme New York, avait besoin de réglementer sa circulation. La ville ne comptait que 12 à 15 000 habitants, mais des milliers de personnes s'y rendaient régulièrement. La cité abritait notamment l'un des bâtiments les plus imposants et les plus fréquentés de l'époque, l'amphithéâtre. Cette construction domine la bordure est de la ville. C'est le plus gros édifice resté intact après l'éruption. L'amphithéâtre de Pompéi est le plus ancien que nous connaissions. Amphithéâtre signifie théâtre double. Cette structure a été inventée en Italie. Les théâtres grecs possédaient des gradins disposés à 180 degrés par rapport à la scène. Le concept d'amphithéâtre ou arène était de disposer les gradins à 360 degrés pour que les spectateurs puissent voir le spectacle de n'importe quel endroit. Le mot arène, qui veut dire sable, désignait la scène centrale de l'amphithéâtre. Celle-ci était couverte de sable pour absorber le sang ou tout liquide répandu lors des représentations. Le travail des scientifiques a permis d'obtenir une image assez précise de ce que devait être cette imposante structure. Cet amphithéâtre n'a rien à envier aux autres. C'est le premier bâtiment en pierre de ce type construit en Italie. Il disposait de 20 000 places assises. Il était surdimensionné pour une seule ville, mais il devait attirer des spectateurs de toute la région. Une nouvelle génération d'experts équipés des derniers outils technologiques ne cesse de mieux comprendre le mode de vie de la cité antique. Les représentations les plus variées s'enchaînaient tout au long de la journée. En été, lorsqu'il faisait très chaud, des auvents étaient déployés à l'aide d'un système mécanique de poulies et protégeaient les spectateurs des rayons brûlants du soleil. La taille et la forme des différents sièges illustrent la hiérarchie présente au sein des spectateurs. Les femmes et les esclaves prenaient place tout en haut du théâtre. Il y avait plusieurs niveaux de gradins selon la classe et le genre. Les plus hautes personnalités de la ville s'asseyaient en bas. Tous ces gens avaient une chose en commun, l'amour des jeux du cirque. C'est l'équivalent des grands événements sportifs actuels. Les combats de gladiateurs ne se résumaient pas à jeter des victimes en pâture aux lions. La plupart des hommes impliqués dans ces jeux étaient les héros sportifs de leur époque. Les archéologues ont découvert des preuves de l'existence de ces célébrités sur les murs de Pompéi. Ils ont identifié un petit graffiti, vieux de 2000 ans, non loin de l'amphithéâtre. Il représenterait un type de gladiateur nommé Rétiaire. Celui-ci portait un brassard noué par des lanières sur le bras et une plaque de cuir sur l'épaule gauche pour protéger la base de son cou. Il combattait avec un filet, un trident et un poignard. Comme le montre un autre graffiti, l'ennemi juré du Rétiaire était le Myrmillon. Ce dernier portait une protection au bras droit et à la jambe gauche et avait la tête dissimulée sous un casque.
Les armes du Myrmillon étaient le glaive et le bouclier. Les fresques de Pompéi sont des témoignages essentiels pour savoir comment vivaient les Romains à cette époque. Cependant, les récentes avancées en matière de technologie scientifique éclairent la cité antique d'un nouveau jour. Les chercheurs sont ainsi parvenus à mettre un visage sur certaines victimes et à redonner vie à des quartiers entiers. Mais à présent, ce sont les murs même de la ville qui risquent de disparaître. Ces murs ont beaucoup souffert depuis leur construction. Ils ont subi des tremblements de terre et une éruption volcanique. Ils ont été exposés aux intempéries et ils n'ont pas été entretenus. Sans parler des dégradations dues au tourisme depuis 200 ans. En réalité, la plupart de ces murs ont subi davantage de dommages au cours de la période moderne que dans l'Antiquité. Les fresques et les peintures murales se détériorent très rapidement. La pollution moderne les a recouvertes d'une couche de saleté. Ces précieuses images sont très fragiles et ont de grandes chances de disparaître lors d'un prochain tremblement de terre. Les fresques sont d'une importance capitale. C'est en partie grâce à elles que l'on peut savoir comment les gens vivaient autrefois dans ces maisons. Ces fresques représentent un des plus importants témoignages de la vie dans la cité antique. Il n'existe autant de peintures murales nulle part ailleurs qu'à Pompéi. Ces œuvres illustrent les intérêts artistiques des habitants. On retrouve des scènes mythologiques, mais aussi, et peut-être plus précieux pour nous, des scènes de la vie quotidienne, des scènes dans les maisons, les tavernes ou les boutiques. Les premières techniques de conservation étaient à base de cire et d'huile. Elles ont sûrement fait aux fresques plus de mal que de bien. Ce processus a fixé l'humidité et avec le temps, celle-ci a endommagé les précieuses décorations. Les scientifiques font appel aujourd'hui à la technologie laser pour sauver les peintures. Le laser est un outil très performant. Sa longueur d'onde est de 1064 nanomètres et sa gamme spectrale proche de l'infrarouge, donc invisible pour nous. Par ailleurs, son énergie maximale est de 0,9 joules et son impulsion très courte. Par conséquent, c'est un laser extrêmement puissant. Il faut le calibrer avec une très grande précision pour travailler sans endommager les peintures. Les restaurateurs ont également recours à des techniques beaucoup plus simples pour préserver les fresques. Il est parfois très utile d'humidifier la surface avec un peu d'eau. Cela ravive les couleurs et facilite le nettoyage. L'eau refroidit la surface. Et quand le laser chauffe l'eau, les saletés s'enlèvent mieux. Pompéi est l'une des rares sources de décoration murale de l'époque romaine. Ces peintures nous offrent d'étonnantes descriptions de la vie quotidienne. Elles constituent autant d'informations précieuses pour les historiens. Grâce à la technologie du XXIe siècle, nous pouvons avoir un aperçu des habitudes des Romains. Nous voyons comment ils étaient habillés, comment ils étaient coiffés. Cela nous renseigne sur l'histoire de ces gens et de notre pays. Cette technique a permis de rendre à la Villa des Mystères toute sa beauté d'antan. Les visages sont aussi lumineux que lorsqu'ils ont été peints. Au fur et à mesure de la restauration des fresques, on découvre à quoi ressemblaient les intérieurs des maisons de Pompéi. Les historiens ne s'intéressent pas uniquement à ce qu'il y a au-dessus du sol. Ils procèdent aussi à des fouilles souterraines.
Pompéi était dotée d'un système d'alimentation en eau très sophistiqué. La ville comptait plus de 40 fontaines. Bon nombre de riches maisons disposaient de l'eau courante. Les canalisations et les caniveaux nous renseignent également sur le mode de vie des citoyens et leur régime alimentaire. Ce ne sont peut-être pas les recherches les plus prestigieuses menées à Pompéi, mais celles-ci constituent cependant une mine précieuse d'informations. Les déchets retrouvés dans les latrines sont très variés. Les habitants y jetaient sans doute un peu de tout. C'était le moyen le plus rapide de se débarrasser des ordures quand on préparait à manger, car la cuisine était située juste à côté. Michael McKinnon a passé au tamis des tonnes de déchets. Mais c'est surtout grâce aux ossements d'animaux qu'il peut se faire une idée des repas pris par les habitants de Pompéi à la veille de leur disparition. Les os renferment quantité d'informations qui nous renseignent sur les méthodes de préparation et de cuisson. Aujourd'hui, il analyse des restes trouvés dans les latrines de la maison de Marcus Lucretius, une somptueuse villa située au centre de Pompéi. Ces déchets formaient la couche supérieure des latrines. Ils correspondent donc, du point de vue chronologique, à la période la plus proche de l'éruption du Vésuve. On y trouve une grande concentration de produits qui semblent provenir d'un riche festin. Il y a des restes de passereaux, un plat très prisé dans l'Antiquité. Beaucoup de poissons, des oursins et quelques coquillages. C'est donc un menu particulier. Ces latrines contiennent également des os de cochon, une denrée très appréciée à cette époque. Michael McKinnon a analysé l'état des dents pour en déduire l'âge des animaux. Quelque chose l'intrigue. Dans l'échantillon examiné, la concentration de jeunes cochons est la plus forte jamais trouvée à Pompéi. Or, seules les personnes les plus fortunées pouvaient s'offrir un plat aussi délicat, élaboré avec des porcelets de 2 ou 3 mois. Il s'agit probablement des restes d'un banquet auquel participaient les plus riches habitants de la ville. C'était l'occasion d'impressionner ses amis, de faire parler de soi. On commence à avoir une vision plus précise du mode de vie des habitants de Pompéi. Cependant, les plus grandes inquiétudes subsistent sur l'avenir du site archéologique. La menace d'une nouvelle éruption du Vésuve est toujours présente. Les scientifiques et les archéologues qui travaillent à la création d'un modèle en 3D de Pompéi en ont bien conscience. Et les eaux de pluie qui ruissellent sur les pentes du volcan entraînent des glissements de terrain dans des zones encore inexplorées. Les maisons et les monuments qu'ils cartographient risquent de s'écrouler. Pour savoir si leurs pires craintes sont fondées, ils s'en remettent au ciel. Nous travaillons avec l'agence spatiale italienne. Son satellite Cosmos SkyMed nous permet de voir le moindre mouvement du sol dans les zones non encore fouillées. On peut ainsi identifier les bâtiments et les murs susceptibles de s'effondrer sous l'effet des fortes pluies. Ces informations sont recoupées avec celles transmises par des capteurs au sol. Ces derniers nous envoient une alerte à chaque petite secousse ressentie par les constructions et le sol alentour. Le satellite enregistre minute par minute les signaux émis par les capteurs terrestres. Les scientifiques sont ainsi informés du moindre tressaillement du sol sur lequel ils travaillent. Pompéi est le plus grand site archéologique où sont utilisées ces technologies. Notre travail est loin d'être terminé, mais toutes les données que nous recueillons sont très utiles. Elles améliorent en permanence nos connaissances et devraient nous permettre de préserver au mieux la ville. Les pluies ne sont pas la préoccupation majeure des chercheurs qui travaillent à Pompéi. Si cette ville a été stoppée net dans son développement,
c'est à cause de l'éruption du Vésuve en 79. Et tout a commencé par de fines volutes de fumée dégagées par le volcan. Aujourd'hui, le Vésuve pourrait de nouveau faire parler de lui. La prochaine éruption risque d'être au moins d'intensité moyenne. Elle s'accompagnera de petites déferlantes volcaniques qui vont toucher une grande partie de la montagne. Le plan d'urgence envisagé prévoit l'évacuation de 600 000 personnes dès les premiers signes du réveil du volcan. Si les satellites suivent avec attention les mouvements du sol, une station de surveillance basée à Naples reste braquée 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sur l'activité du Vésuve. Le volcan est relié en permanence aux stations au sol, ainsi qu'à tout un réseau de sismomètres. Les signaux émis par ces instruments sont transmis directement à l'observatoire du Vésuve. Si vous allez y faire un tour, vous verrez tout un éventail d'écrans sur lesquels vous pourrez lire l'évolution de l'activité sismique minute par minute. Les informations recueillies ici permettent aux scientifiques d'être tenus informés du moindre mouvement de terrain. C'est le cœur du système d'alerte pour les futures éruptions. Si nos conclusions nous montraient que l'éruption pourrait être de même intensité que celle de Pompéi, il faudrait assurément envisager de protéger Naples aussi. Grâce aux technologies de pointe et au minutieux travail de conservation sur le terrain, les mystères de Pompéi se dissipent peu à peu. Nous sommes en présence d'une ville en ruine, au bord de la disparition. Mais nous faisons tout pour sauver ce qui peut l'être. Si Pompéi disparaissait à cause d'une éruption volcanique ou de n'importe quelle autre catastrophe naturelle, la perte serait capitale. C'est en effet le plus bel endroit pour voyager dans le passé. On perdrait par la même occasion ce que la technologie est encore incapable de réaliser, à savoir la possibilité d'imaginer les traces d'un passé qui n'est plus. Un passé qui existe encore sous nos yeux et que nous pouvons toujours ressentir. Préserver le site est notre plus grand défi. Tous ceux qui travaillent à Pompéi, techniciens, scientifiques, archéologues, se battent pour cela. Toutes les nouvelles technologies et techniques d'imagerie employées à Pompéi vont bientôt nous permettre d'avoir une représentation virtuelle extrêmement détaillée de la ville antique. Un monde que ni le Vésuve, ni les vents, ni les pluies ne pourront jamais détruire. Une copie parfaite d'une cité qui devrait résister à l'épreuve du temps.